Donc, sans plus tarder, je vais inviter M. Guillaume Deschaines-Thériault à venir prendre la parole, qui va nous présenter une petite présentation sur la rétention des personnes immigrantes au Nouveau-Brunswick, état des lieux et projections démographiques. Juste une petite introduction, une petite présentation que je peux faire sur M. Deschaines-Thériault. Donc, il est doctorant en sciences politiques et conseiller municipal à la ville de Kedgewick. Dans le cadre de ses recherches, il s'intéresse aux communautés francophones en situation minoritaire, avec un intérêt particulier pour l'enjeu de l'immigration. En parallèle avec ses études, il est chercheur associé au cabinet Sociopole depuis mai 2021, il est conseiller à la municipalité de Kedgewick au Nouveau-Brunswick. Il détient un baccalauréat de l'Université de Moncton et une maîtrise de l'Université d'Ottawa. Donc, s'il vous plaît, veuillez accueillir M. Guillaume Deschaines-Thériault. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été la commande quand je discutais avec Myriam? Il voulait un peu une présentation qui allait donner un peu le ton, amener des données aussi, mettre un peu un contexte aux discussions qui vont avoir lieu dans la prochaine journée et demie. Donc, ce n'est pas une nouvelle recherche en soi, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour préparer cette présentation-là. Je suis allé chercher des données de Statistique Canada, d'IRCC. Je suis aussi allé piger dans différentes recherches auxquelles j'ai collaboré dans les dernières années. Et la présentation, je vais juste voir où est-ce qu'il y a ma petite manette pour avancer. Oh, elle n'était pas là, c'est pour ça que je ne la trouvais pas. Donc, grosso modo, dans la première partie, ça va être une mise en contexte. Je sais qu'on parle de rétention aujourd'hui, mais je vais quand même présenter quelques données sur les admissions de résidents permanents au Nouveau-Brunswick pour nous donner un peu le portrait, quelques faits saillants, comment est-ce que ça va au courant des 5 dernières années. Donc, la plupart des diapositives que je vais vous présenter, c'est de 2018 à 2022 pour voir comment est-ce que ça avance. Je vais aussi avoir quelques diapositives sur des projections démographiques qu'on a réalisées pour la Société nationale de l'Acadie, parce que dans ce rapport-là, je pense qu'il y a des données importantes pour les intervenants en immigration francophone au Nouveau-Brunswick. Et par après, là, je vais rentrer dans le vif du sujet, qui est la question de la rétention. On va parler de différents facteurs de rétention sur la base d'études qui ont été menées notamment entre 2018 et 2020 avec une équipe de recherche à laquelle je collaborais. On a mené une recherche pour l'ICRML où on a fait une quarantaine d'entretiens. On a eu à peu près 400 répondants à un sondage et la question de la rétention était un des blocs importants de cette recherche-là. Et en plus, on avait mené une dizaine d'entretiens avec des personnes qui s'étaient établies d'abord au Nouveau-Brunswick et qui par la suite avaient quitté pour le Québec ou l'Ontario. Donc là, ce n'était pas seulement qu'est-ce qui vous motivera à quitter, mais c'est qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté le Nouveau-Brunswick. Donc, on va parler de ces différents facteurs-là qui avaient été identifiés dans les recherches. Et après, quelques données statistiques sur les taux de rétention. Ça, ce n'est pas de moi, c'est dans la littérature que j'ai consultée que je vous partage quelques données sur les taux de rétention. Il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas. D'habitude, je les prends au fur et à mesure, mais là, on est un grand groupe ce matin, donc je pense que je vais aller d'avant avec chacune des diapositives, à moins qu'il y ait vraiment un élément sur lequel il y a un défi au niveau de la compréhension, quelque chose que je mentionne qui ne semble pas clair, n'hésitez pas à intervenir. Mais pour ce qui est des discussions de contenu, on pourra attendre à la fin pour la période de questions. On va avoir un 20-25 minutes de discussion-questions à la fin. D'abord, une petite mise en contexte. Ça bouge dans le dossier de l'immigration francophone. Il y a un an, on était à Petit-Rocher. Là, maintenant, on est un an plus tard, on est à Fredericton. Et il y a beaucoup d'éléments qui nouveaux quand même dans le paysage de l'immigration francophone au pays. Sur la scène fédérale, il y a le projet de loi C-13 qui vise à moderniser la loi sur les langues officielles. Il a été adopté en 3e lecture à la Chambre des communes et il est maintenant du côté du Sénat. On croise les doigts pour une adoption d'ici l'été, sinon ça va être quand même, on dirait, une adoption cette année. Et dans ce projet-là, ça prévoit une obligation pour le gouvernement fédéral de se doter d'une politique en immigration francophone. Et cette politique-là devra contenir des indicateurs, des objectifs. Et on a même ajouté que un des objectifs de cette politique-là devait être un rétablissement du poids démographique des francophones. Donc, des objectifs quand même ambitieux. Si on compare à qui prélevé avant, on avait une cible de 4,4 et il y a différentes études, notamment un rapport du commissariat aux langues officielles qui montrait que la cible de 4,4 n'aurait même pas permis de maintenir le poids démographique au pays, seulement ralentir le déclin. Et maintenant, avec ces 13, on parle d'un rétablissement du poids démographique. On n'est pas du tout dans le même ordre en termes d'ampleur du défi
à relever. Et l'élaboration de cette politique-là, ça va être intéressant aussi pour les communautés. Peut-être qu'il va y avoir des consultations ou autres de participer. Ça va être surtout avec la FCFA qui va être le chef de file dans ce dossier-là. Mais c'est important de savoir que dans ces 13, une nouvelle politique en immigration francophone qui s'en vient au niveau fédéral. Le plan d'action pour les langues officielles qui a été dévoilé sous peu, l'immigration francophone est un des 4 piliers de ce plan-là, des investissements quand même importants au courant des 5 prochaines années. Si on regarde le plan 2018-2023, qu'est-ce qui était prévu? C'était environ 70 millions en nouveau et en financement renouvelé. C'est à peu près 70 millions qui étaient prévus pour l'immigration francophone. Ça comprend à la fois les raisons d'immigration francophone, l'établissement, les différents de la promotion. Et pour les 5 prochaines années, 2023-2028, c'est plus de 220 millions qui sont prévus dans le secteur de l'immigration francophone. Donc, une augmentation très importante du financement qui va être disponible. Et il y a une bonne part là-dedans qui va aller à la question de l'établissement. Donc, ça va être à suivre. Qu'est-ce qui va être les nouvelles initiatives qui vont découler du plan d'action? Il y a toute la question des cibles renouvelées en immigration francophone. J'y faisais allusion. La cible de 4,4 arrivée à échéance cette année. Elle a été atteinte pour la première fois l'année dernière, mais il y a déjà des réflexions qui sont en cours pour des cibles renouvelées en immigration francophone. La FCFA a fait ses recommandations à ce sujet-là il y a environ 1 an. Il demande une cible progressive de 12 à 20 d'ici 2036. On y reviendra. Et au niveau interne, on n'a pas encore les chiffres pour qu'est-ce que le gouvernement fédéral envisage, mais il y a des réflexions aussi qui se font à l'interne à ce sujet-là. Donc, un contexte de réfléchir à qu'est-ce qui vont être nos prochains objectifs en immigration francophone. Plan des niveaux d'immigration au niveau du gouvernement fédéral, on est à un niveau record. On n'a jamais, dans l'histoire du Canada, accueilli un aussi grand nombre de résidents permanents. Donc, on prévoit que cette tendance-là va se maintenir à moyen terme. Donc, on est dans des niveaux records en ce qui concerne le nombre de personnes immigrantes qu'on accueille au pays. Et on est aussi dans un niveau record pour ce qui est des travailleurs temporaires. On a passé de moins de 100 000 travailleurs temporaires au Canada au début des années 2000 à près de 700 000 en 2022. Donc, à la fois pour les permanents et les temporaires, on est dans des seuils historiques. Au niveau du Nouveau-Brunswick, on le mentionnait en introduction, il y a eu des progrès récents aussi à noter, le 32 pour ce qui est du programme des candidats de désignation. On y reviendra sur ces chiffres-là dans la mise en contexte, donc ça, c'est intéressant. Et au Nouveau-Brunswick, on voit aussi une augmentation de l'immigration, on ne fait pas à part, donc cette tendance à la hausse de l'immigration, on la constate aussi au Nouveau-Brunswick. Et il y a plusieurs nouvelles études aussi pour appuyer nos actions, nos demandes et tout ça. Donc, pour mieux comprendre le contexte, dans les 2 dernières années, il y a plusieurs rapports de recherche qui peuvent être utiles. Je vais faire allusion à plusieurs d'entre eux au courant de la présentation. Cette figure-là, c'est le pourcentage de résidents permanents francophones admis. Tout de suite, vous voyez au Nouveau-Brunswick, pourquoi c'est 22 puis tantôt on parlait de 32 c'est que cette figure-là, ça concerne tous les résidents permanents francophones qui sont admis au Nouveau-Brunswick, y compris dans les programmes fédéraux. Donc, oui, au Nouveau-Brunswick, en 2022, on avait 32 de candidats désignés. Ça, c'est dans le programme des candidats de la province. Il va y avoir une prochaine figure là-dessus. Mais ça, c'est toutes les catégories compris. Les programmes économiques fédéraux, programme atlantique, programme des candidats les personnes réfugiées, familles parrainées. Et si on regarde au Nouveau-Brunswick, il y a quand même une tendance à la hausse. En 2018, on est à 9,1 au total et en 2022, on est à 22,7 Là, la courbe en bas, c'est au niveau du Québec, du Canada hors Québec. On est passé de 1,8 à 4,4 en 2022. Donc, ce n'est pas nécessairement, peut-être qu'on aimerait voir des niveaux un peu plus élevés pour ce qui est du chiffre global, mais il y a quand même une certaine hausse. Il y a quand même une tendance à la hausse et il n'y a dans aucune autre province qu'on se rapproche du 22 là, en termes de proportion d'immigration francophone. Ça, c'est au niveau de cette figure-là, qu'est-ce que ça dit? Si on prend tous les résidents permanents francophones qui ont été admis au Nouveau-Brunswick entre 2018 et 2022, puis on regarde où est-ce qu'ils se sont installés, qu'est-ce qui était leur région de destination envisagée au moment où ils s'installaient au Nouveau-Brunswick, c'est 68,5 plus des 2/3 des résidents permanents d'expression française qui s'installent au Nouveau-Brunswick envisagent de s'installer dans la région du Grand Moncton. Donc, une très forte majorité. Et cette figure-là, ça soulève aussi des questionnements par rapport à la régionalisation de l'immigration. Qu'est-ce que les efforts qu'on veut faire en matière de régionalisation pour qu'en fait, on puisse avoir des retombées dans l'ensemble des régions de la province. Puis quand on pense à la rétention, mais aussi des stratégies de rétention en région également. Puis on regarde, donc, ça suit 8 dans la région de Edmundston, 6 Fredericton, ainsi de suite, et
0,8 pour ce qui est des autres régions, mais c'est vraiment, cette figure-là, c'est qu'est-ce qu'on retient, c'est 68 dans la région du Grand Moncton. Maintenant, cette source de données-là, c'est différent. Je vous ai dit, j'ai pigé dans différentes bases de données. Quelques tableaux que je venais de vous présenter aux figures, c'était sur la base de données d'IRCC, donc sur les admissions de résidents permanents, les données du gouvernement fédéral. Et les deux prochaines figures sur les lieux de naissance, c'est des données du recensement de Statistique Canada. Et c'était pour voir qu'est-ce que les personnes immigrantes, dont la première langue officielle parlée est le français, qu'est-ce qui étaient les principaux pays d'origine? On voit que le premier, pour les personnes qui sont arrivées au courant des 10 dernières années, c'est la France. Mais il y a d'autres pays comme le Congo, Maroc, Algérie, Belgique, la Syrie, Cameroun, Haïti, Tunisie et Côte d'Ivoire. Et où ça devient intéressant aussi, c'est à noter les différences. Donc là, j'ai pris pour l'ensemble des personnes immigrantes qui sont arrivées au Nouveau-Brunswick au courant des 10 dernières années et qui vivaient encore dans la province au moment du recensement de 2021. Et j'ai séparé donc les personnes qui avaient le français comme première langue officielle parlée et ceux qui avaient l'anglais. J'ai exclu les personnes allophones parce que l'objectif, c'était comparer francophones, anglophones. Et on voit des différences assez importantes pour ce qui est des régions de naissance. Pour les francophones, 52 provenaient d'un pays du continent africain. Et si on regarde, c'était 36 d'Afrique subsaharienne, 16 Afrique du Nord. Et en Europe, 29 pour les francophones, alors que les proportions, si on regarde les personnes immigrantes anglophones, 13 pour l'Europe, 14 pour l'Afrique. Et au contraire, quand on regarde l'Asie, mais c'est la principale région d'origine pour les personnes immigrantes anglophones, dont l'anglais, la première langue officielle parlée, 61 et seulement 11 pour les francophones. Ça, c'est surtout des pays du Moyen-Orient qui sont compris dans ce 11 %-là. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'on a besoin de stratégies de promotion distinctes. On ne peut pas juste avoir une stratégie de promotion pour la province parce que on voit les régions de recrutement, les bassins de recrutement ne sont pas les mêmes. Donc, il faut des stratégies adaptées selon les différents bassins de recrutement. Maintenant, cette figure-là, c'est un peu des catégories d'admission. Je vais l'expliquer pour qu'on la comprenne bien. La ligne jaune, donc là, j'aurais dû mettre des couleurs qui se différenciaient plus à l'écran, mais quand c'est sur notre ordinateur, c'est plus frappant les différences des couleurs que quand on est dans la salle. Mais en jaune, c'est si on prend tous les résidents permanents francophones, puis on regarde dans quelle catégorie d'admission ils ont été admis. Ce n'est pas nécessairement la proportion de francophones pour chacun de ces programmes-là, c'est vraiment si on prend 100 des résidents permanents d'expression française admis au courant des 5 dernières années, puis qu'on les divise selon la catégorie d'admission. Le programme des candidats du Nouveau-Brunswick, c'est dans tous les résidents permanents d'expression française qui ont été admis au Nouveau-Brunswick au courant des 5 dernières années, 61 avaient été admis à travers le programme des candidats de la province et 13 pour le programme d'immigration Canada-Atlantique. Ces tendances-là, on voit c'est un peu les mêmes au niveau, quand on considère l'ensemble des résidents permanents avec une importance un peu moindre pour le programme des candidats et plus importante pour le programme Atlantique. Parce que si on prend tous les résidents permanents qui ont été admis au Nouveau-Brunswick au cours des 5 dernières années, c'est 49 qui sont passés par le programme des candidats du Nouveau-Brunswick. C'est une proportion qui est quand même assez importante parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au courant des 5 dernières années, c'est une personne immigrante sur 2, donc un résident permanent sur 2 qui avait été sélectionné par la province. Si on compare, c'est certain qu'au Nouveau-Brunswick, on n'a pas les mêmes volumes d'immigration qu'en Ontario ou dans certaines autres régions, mais la moyenne au niveau du Canada hors Québec, ça joue entre 20 et 25 puis en Ontario, c'est en bas de 10 Donc, au Nouveau-Brunswick, en termes de capacité de sélectionner nos personnes immigrantes, on a quand même une certaine marge de manœuvre intéressante quand on se compare à d'autres provinces. Puis ça s'explique parce que quand on regarde les autres programmes fédéraux, pour l'ensemble des résidents permanents, c'est seulement 8 que ça représente si on exclut le programme Atlantique, tandis que dans d'autres provinces, les autres, notamment Entrée Express, et ce programme-là occupent une part beaucoup plus importante en comparaison à ici. Et la deuxième, donc, c'est 21 le programme d'immigration Canada-Atlantique au courant des 5 dernières années. C'était le programme qui, une personne sur 5 avait été admise comme résident permanent à travers le programme d'immigration Canada-Atlantique, dans lequel la province est quand même un partenaire important. Donc, 70 des personnes immigrantes au Nouveau-Brunswick, programme des candidats, programme d'immigration Canada-Atlantique. Donc, quand on pense à dire, on regarde du côté d'Ottawa, mais non, déjà au Nouveau-Brunswick, on a une marge de manœuvre quand même assez intéressante si on veut mettre en place différents mécanismes en matière de recrutement.
Maintenant, quand on regarde cette figure-là, celle-ci, là, après ça, je vais arrêter avec les figures, mais c'est simplement, je pense, mettre un peu un contexte de différents faits saillants que je me disais, les données du recensement, les dernières données de l'IRCC, ça pouvait être des données quand même intéressantes, même si je dévie un petit peu du sujet du jour. Pour ce qui est de la proportion de résidents permanents par catégorie d'admission, donc si on regarde encore une fois au courant des 5 dernières années, toutes les personnes qui ont été admises à travers le programme des candidats du Nouveau-Brunswick, 21,9 %, donc 22 % étaient d'expression française. Et pour le programme d'immigration Canada-Atlantique, c'est seulement 10,6 %. Donc là, j'insiste sur ces deux-là parce que c'est nos deux principales voies d'accès à la résidence permanente dans la province. Au niveau du programme des candidats, on voit quand même une progression. Là, j'ai mis deux figures. La figure à gauche, c'est celle des personnes qui sont les données d'IRCC et à droite, c'est les données de la province. C'est normal que les proportions ne concordent pas parce qu'au niveau des données de la province, qu'est-ce que c'est? C'est la proportion de candidats désignés d'une année donnée. Donc, en 2022, 32 % de toutes les personnes qui ont eu une désignation provinciale étaient francophones. Mais dans ces personnes-là, quand tu as la désignation provinciale, ça ne veut pas dire que tu as la résidence permanente durant la même année. Il y a des délais parce qu'une fois que quelqu'un a une désignation provinciale, il doit quand même déposer une demande de résidence permanente à IRCC. Et là, il y a des délais. Donc, il y a des personnes, peut-être dans le 32 % désignées en 2022, qui ont effectivement obtenu leur résidence permanente en 2022. D'autres sont en 2023, 2024, dépendamment des délais pour l'obtention de la résidence permanente. Donc, c'est normal que les données, ça ne concorde pas exactement, mais on voit quand même dans les deux cas, avec l'exception faite de 2021, une tendance à la hausse. C'est ça que je dis qui est intéressant. Donc, on est passé en 2018 de 19 % de candidats désignés, 24, 27, 28, 32 en 2022. Et ça, pour voir les effets sur l'autre figure, sur la proportion totale admise, bien, ça ne se fait pas de manière instantanée. Donc, même si on a augmenté à 32 % en 2022, on ne voit pas le résultat immédiatement parce que c'est, comme je vous dis, avec les délais de traitement, c'est un résultat qui s'échelonne sur plusieurs années. Mais au niveau du programme des candidats, qu'est-ce qui est à retenir? C'est qu'on voit une progression et si on peut atteindre un 33 % de désignation, dans quelques années, on peut espérer que la proportion de résidents permanents admis soit aux environs d'un tiers également. Où est-ce qu'on voit un défi quand même assez important pour ce qui est des catégories d'admission, c'est au niveau du programme d'immigration Canada-Atlantique. On le sait, c'est une des deux principales voies d'accès à la résidence permanente. Et on avait vu une augmentation. Donc, en 2018, seulement 4 % de francophones, de toutes les personnes qui avaient été admises à travers ce programme-là, seulement 4 % étaient francophones. On a augmenté à 18 % en 2021 avant de rechuter à 8 % en 2022. Donc, dans celui-là, on n'assiste pas nécessairement aux mêmes tendances que pour le programme des candidats et ça peut être un défi. Donc, quand je montrais la première figure que oui, on a 32-33 % de désignation, mais au niveau total, on a juste à peu près un 22 % d'immigration francophone. C'est parce que dans certains programmes, on a des défis encore à relever pour augmenter la proportion de francophones admis. Prendre un petit coup d'eau. Bon. Donc, ça, c'était la première section, une mise en contexte avec quelques données, les données les plus récentes. Qu'est-ce qui est les prochaines diapositives? C'est une commande de la Société nationale de l'Acadie de réaliser des projections démographiques. On avait fait un exercice similaire au niveau du Canada hors Québec il y a un an et demi et on a fait un exercice aussi pour la SNA. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une commande avec Statistique Canada pour cette étude-là. On a repris le modèle Demosim. Demosim, c'est le modèle qui est utilisé par Statistique Canada pour réaliser leurs propres projections démographiques. C'est sûr, les projections, ce n'est pas une science exacte, mais le modèle Demosim est maintenu à Statistique Canada. Il y a des améliorations constantes. C'est celui sur lequel le gouvernement du Canada se base pour ses propres projections. Et donc, on est parti de ce modèle-là qui tient compte d'une très grand nombre de différentes variables. Qu'est-ce qui est les accroissements naturels, donc les naissances, les décès, la migration, les mouvements migratoires, la mobilité interprovinciale, les transferts linguistiques, les taux de rétention. Qu'est-ce qui est différent? Quand on considère, par exemple, les personnes immigrantes, est-ce qu'il y a des taux de naissance, de décès différents? Est-ce qu'il y a des taux de rétention au niveau de rétention linguistique, donc les transferts linguistiques, est-ce que c'est différent? Les plusieurs autres composantes démographiques et non démographiques. Donc, toutes ces différentes variables-là sont incluses dans ce modèle-là. Et nous, on est parti du modèle de Statistique Canada. On a fait une commande personnalisée et on a fait 3 modifications donc, dans les hypothèses de base. On a ajouté les données les plus récentes, donc des recensements de 2016 et 2021 par les données les plus à jour.
On a aussi pris en considération le plan des niveaux de 2022 à 2024 parce que, comme je vous l'ai dit, on est à des niveaux records. Donc là, on a ajusté à la hausse les hypothèses concernant le nombre de personnes immigrantes qui allaient être admises au Canada. Et on a ajouté des hypothèses spécifiques à l'immigration internationale francophone. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans l'étude qu'on avait faite pour la FCFA au niveau du Canada hors Québec, on avait testé qu'est-ce qui serait l'impact d'ici 2036. Donc, en partant de 2000, pour la FCFA, c'est partant de 2016, les francophones avaient représenté 3,8 % de la population du Canada hors Québec. Si on accueille 4 % d'immigration francophone, si on a 6 8 10 donc à différents niveaux, qu'est-ce qui va être l'impact sur le poids démographique des francophones hors Québec? Et ça nous permettait de voir, donc, quand on réfléchit à des nouvelles cibles, on ne veut pas juste dire des cibles dans l'argent, on veut pouvoir leur associer des objectifs. Donc, ça, c'est une erreur qui avait été faite avec la cible de 4,4 % qui a été adoptée en 2003 au niveau fédéral. On s'est doté d'une cible de 4,4 %. On a dit on veut maintenir le poids démographique des francophones. On n'avait jamais vérifié, on n'a jamais fait cet exercice-là de vérifier est-ce que cette cible-là permettrait effectivement de remplir les objectifs qu'on y associait. Et les études récentes montrent que la réponse était non. Donc, la cible sur laquelle on travaillait depuis 20 ans, il y avait un disconnect entre la cible et les objectifs qu'on y associait. Donc, dans le contexte d'une réflexion renouvelée sur les cibles, on voulait éviter ces écueils-là et dire, bien, si on se donne une cible de 10 %, bien, c'est quoi l'objectif? C'est un objectif de croissance, c'est un objectif de maintien. Donc, vraiment être en mesure de lier des objectifs à des cibles. Et avec la SNA, on a fait un exercice similaire, mais à l'échelle des provinces. Donc, on a fait des projections pour le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse. Et avant d'aller à la prochaine diapositive, je dirais en fait, le Nouveau-Brunswick est la province où les tendances sont les plus, je dirais, inquiétantes. Dans l'ensemble, au niveau du Canada hors Québec, donc l'étude qu'on avait réalisée il y a 1 an et demi pour la FCFA, il y a certains scénarios où on voit des niveaux d'immigration francophone que le déclin se poursuivrait. Dans d'autres scénarios, ça permettrait un maintien et dans d'autres, une croissance. C'est l'objectif derrière, avoir différents modèles. Dans le cas de la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, l'île du Prince-Édouard, on a eu ce type de figure-là avec différents scénarios maintien, déclin, croissance. Dans le cas du Nouveau-Brunswick, je reviendrai sur les causes, en fait, il n'y a aucun des scénarios considérés qui permettrait un maintien. Donc, c'est quand même, quand on a reçu ces résultats-là, même l'équipe de recherche, on les a repassés à plusieurs reprises parce que ça nous avait quand même surpris aussi. On voit donc un scénario de 15 %, 20 %, 25 %, 30 %. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que plus la proportion d'immigration francophone est élevée, tout de même, moins le déclin est important. Ça, c'est logique parce qu'en fait, au Canada, qu'est-ce qui est le principal facteur de croissance démographique? C'est l'immigration. Qu'est-ce qui est un peu plus... C'est qu'au Nouveau-Brunswick, il y a certaines tendances lourdes au niveau du vieillissement de la population, le vieillissement accéléré de la population, différentes autres tendances qui rentrent en ligne de compte. Et il faut garder en tête que sur des populations, par exemple, comme à l'île du Prince-Édouard ou à Terre-Neuve et Labrador, où on a quelques milliers de francophones, ou en Nouvelle-Écosse, 30-40 000, il est plus facile d'avoir un impact sur le poids démographique sur une population de plus petite taille, parce que l'arrivée, disons, de 1000 personnes peut avoir un impact réel sur le poids démographique, tandis qu'au Nouveau-Brunswick, quand on parle de près de 240 000 personnes, là, c'est plus difficile d'avoir un impact sur une population de cette taille-là, renverser certaines tendances. Mais le message qui est à retenir, ce n'est pas du tout de dire que l'immigration n'a pas d'impact. Au contraire, parce qu'on le voit en fait, si, disons qu'on avait un 15 % comme qu'on avait en 2018, que ça se maintiendrait, le poids démographique pourrait passer d'un peu plus de 30 % à 26 %. Donc, ça serait quand même une baisse considérable. Et lorsqu'on regarde dans un scénario, disons, de 50 %, donc le plus élevé, le déclin serait seulement de 1 point de pourcentage, alors que dans le scénario le moins élevé, ça serait de près de 4 points de pourcentage d'ici 2046. C'est quand même des tendances qui sont inquiétantes. Et où est-ce que je voulais faire un lien avec aujourd'hui? C'est ça, c'est des projections. Comme que je dis, ce n'est pas une finalité, mais c'est quand même à prendre au sérieux parce que ce modèle-là a été éprouvé par Statistique Canada, a montré la qualité des résultats qu'on pouvait obtenir. Ça tient compte des taux de rétention aussi, ce modèle-là. Donc, par exemple, si on améliorerait de manière significative nos taux de rétention, je ne dis pas qu'on pourrait inverser les tendances qu'on voit, mais on peut avoir un impact sur ces tendances-là aussi. Et ça invite aussi au Nouveau-Brunswick à réfléchir à d'autres stratégies. Donc, l'immigration est primordiale, c'est le principal facteur de croissance démographique, mais réfléchir aussi à d'autres stratégies au niveau de la croissance démographique de la francophonie du Nouveau-Brunswick, en plus de nos efforts en immigration. Donc, c'est
tous les efforts qu'on met, ce n'est pas pour les minimiser, c'est très important de continuer ces efforts-là, de les bonifier, mais il faut aussi réfléchir à d'autres composantes dans nos différentes stratégies. Donc, et à titre d'exemple, ça, c'est le tableau qui est tiré de l'étude de la FCFA qu'on avait fait avec Sociopol il y a 1 an et demi. Et c'était un petit peu ça qu'on s'attendait de voir, des courbes de ce style-là. Donc, on voit pour la FCFA, donc dans cette étude-là, selon certains scénarios, vous voyez un déclin qui se poursuivait. Aux environs de 8 c'était un maintien. Au-dessus de 8 on avait de la croissance. Et à certains niveaux, on pouvait avoir même un rattrapage au poids de 2000 qu'on observait en 2001. Et sur la base de ces projections-là, que la FCFA fait ses demandes pour une cible renouvelée en immigration francophone. Et pour être honnête, avant de faire les projections, c'était un peu un tableau comme ça qu'on s'attendait d'avoir pour l'ensemble des provinces. Mais dans le cas du Nouveau-Brunswick, ça n'a pas nécessairement été ça les résultats qu'on a obtenus, mais c'est quand même important d'en discuter et d'être au courant de ces différentes données-là. Bon, donc maintenant, je finis par mon grand détour parce que je trouvais que c'était des recherches, quand même, de nouvelles données qui pouvaient être utiles pour orienter nos discussions des prochains jours. Maintenant, je vais parler plus du bloc au niveau de la rétention. Et là-dessus, je me base donc les rapports de recherche qu'on avait menés pour les CRML. Donc, ça, c'est une équipe de recherche qui était dirigée par le professeur Christophe Trenel de l'Université de Moncton. Il y avait moi-même qui l'assistais. Il y avait aussi Dominique Pépin-Filion et José Guignard-Noël de l'UCRML avec qui collaboraient. Donc, on était notre équipe de 4 chercheurs. Et pendant 2 ans, on a travaillé avec la SCNA pour produire, c'est presque 2 grosses briques de 200 quelques pages qui couvrent l'ensemble des différentes étapes du parcours, du pré-départ à l'accueil, insertion économique, insertion sociale, la rétention. Et qu'est-ce qui est intéressant? Il y a un rapport synthèse qui est sorti en 2021. Donc, si vous voulez un résumé de 20-25 pages de ces près de 400 quelques pages de rapport, on a un rapport synthèse de 20-25 pages qui permet de présenter les différents faits saillants. Mais aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur la section de la rétention. Puis comme je vous le mentionnais, je vais piger dans différentes sources, à la fois le sondage. Dans le sondage, c'est des personnes qui vivaient encore au Canada atlantique, dont le Nouveau-Brunswick, et à qui on posait des questions sur qu'est-ce qui vous motive à rester, qu'est-ce qui pourrait vous motiver à quitter. On les interrogeait aussi sur leurs intentions de départ, intentions de rester, donc différentes questions liées à la rétention. Dans les entretiens, une quarantaine d'entretiens, dont environ la moitié au Nouveau-Brunswick, dans laquelle on a abordé ces questions-là aussi, et une dizaine d'entretiens avec des personnes qui étaient repartis. Donc ça, je trouvais ça particulièrement intéressant de pouvoir poser la question. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté le Nouveau-Brunswick pour mieux comprendre les différents parcours? Il y a aussi une recension des écrits qu'on avait fait pour le Conseil consultatif national d'établissement francophone où je vais y faire allusion à qui m'a aidé aussi à voir qu'il y avait quelques faits saillants pour la rétention. Ça, je ne fais pas nécessairement allusion dans la présentation, dans le PowerPoint, mais j'ai mené une étude pour le réseau d'immigration francophone des territoires du Nord-Ouest qui couvrait la région des prairies, donc l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, les TNO. Et on a utilisé un questionnaire similaire à celui qu'on avait utilisé pour l'Atlantique. Et il y a certains résultats qui sont quand même assez similaires à ce qu'on avait obtenu en Atlantique et d'autres qui sont particuliers. Donc, parfois, je vais faire allusion à d'autres régions du Canada pour simplement adopter une perspective comparative. Et finalement, l'étude pour la SNA dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. D'abord, dans les témoignages, donc quand on a fait les entretiens avec les personnes qui sont reparties, il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte. Parfois, ça peut être des facteurs d'ordre plus personnel, familiaux. Il y a différents autres. Des fois, c'est juste un goût d'aventure, repartir, aller visiter ailleurs. Donc, il y a différents facteurs qui entrent en ligne de compte, mais un élément qui revenait presque systématiquement dans le discours des personnes qui étaient reparties, un facteur qui était présent dans la majorité, c'est la question de l'emploi. Et tout au long, donc, qu'est-ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est qu'on pouvait interroger qu'est-ce qui étaient les facteurs qui vous ont motivé à vous établir au Nouveau-Brunswick, pourquoi est-ce que vous avez choisi le Nouveau-Brunswick, et il y avait une diversité de facteurs, mais l'emploi était un des principaux facteurs, donc différents, une opportunité professionnelle, le recrutement international par les employeurs. Donc, l'emploi est quand même un facteur qui était très important pour comprendre la motivation à venir s'établir au Nouveau-Brunswick. L'emploi est aussi un facteur qui est important dans la question de l'établissement. Parce qu'on sait au niveau de l'emploi, si on n'arrive pas à avoir un emploi à la hauteur de ses compétences, ça va être difficile d'avoir un établissement bien réussi à long terme. Donc, c'est un facteur qui est important pour l'établissement. Et pour la rétention, c'était aussi au centre du discours des personnes reparties. Dans certains cas, il y avait plusieurs éléments qui avaient accroché, il y avait plusieurs facteurs. Dans d'autres cas, c'est qu'ils disaient,
En soi, le contexte du Nouveau-Brunswick, au niveau de la communauté, j'apprécie la communauté. Je me suis fait un réseau social. J'apprécie encore le contexte du Nouveau-Brunswick. J'aime y retourner en vacances, mais où ça accrochait, c'était au niveau de l'emploi que j'occupais. Ce n'était pas à la hauteur de mes attentes. Et à terme, ça l'a mené à différents départs. Donc, l'emploi, c'est vraiment un facteur qui se trouve au cœur des motivations d'établissement, mais qui peut aussi mener au départ. Puis, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Dans certains cas, c'est des personnes qui sont venues s'établir au Nouveau-Brunswick pour leur situation professionnelle, et si cette situation professionnelle rencontrée-là ne correspond pas aux attentes, mais il y a déjà eu un moment de mobilité en raison de raisons professionnelles, donc ça peut mener à une nouvelle migration. Donc ça, l'emploi était vraiment au cœur des entretiens qu'on a menés. C'est aussi un facteur d'enracinement, donc pas seulement un facteur de départ, mais quand on demandait les motivations à rester, pourquoi est-ce que vous souhaitez rester au Nouveau-Brunswick? Je vais y revenir plus tard. Le premier, c'est la qualité de vie, les communautés locales. Mais le deuxième facteur en importance, c'est un emploi qui est à la hauteur des attentes et des compétences, donc une situation professionnelle satisfaisante. C'était un des facteurs qui était mentionné c'est le deuxième facteur mentionné le plus souvent dans les motivations à rester dans la province. Mais pour ce qui est du facteur de départ, il y avait différents éléments qui rentrent. Donc, des fois, une situation professionnelle instable, une difficulté, par exemple, à obtenir sa permanence ou pas un emploi, donc des situations de surqualification professionnelle. Parfois, certaines personnes à l'arrivée vont accepter un emploi qui n'est pas nécessairement à la hauteur de leurs compétences, mais après quelques années, on s'attend de pouvoir gravir les échelons et avoir un emploi qui correspond vraiment à notre niveau de compétence. Et lorsque ça ne se présente pas, ça peut être un facteur de quitter lorsqu'il y a des opportunités professionnelles qui se présentent ailleurs et qui sont vraiment à la hauteur de notre niveau de compétence. Donc ça, c'était vraiment, je dirais, un élément qui revenait souvent dans les entretiens qu'on a menés. Parfois, les opportunités qui s'éclipsent une fois sur place, ça rappelle l'importance que dans les différentes missions de recrutement international, d'offrir un portrait réel de la situation. Si vous acceptez cet emploi-là, qu'est-ce qui sont les opportunités de progression dans l'entreprise? Qu'est-ce qui va être votre niveau? Donc, s'assurer vraiment de ne pas présenter un portrait embelli de la situation, parce que parfois, lorsqu'on présente un portrait trop embelli, ça peut mener à des déceptions une fois sur place. L'enjeu de la reconnaissance des acquis, donc, ça, on est tous au courant que c'est un défi majeur. La question aussi de la situation professionnelle du ou de la partenaire. Et ça, c'est un élément qui avait ressorti. Il y a certaines personnes qui disaient, ben moi, au niveau professionnel, ça va, mais mon ou ma conjointe, ça ne fonctionne pas. Il y a eu des défis. Donc, ça peut être aussi, c'est pas seulement prendre en considération la situation professionnelle individuelle, mais de l'ensemble du ménage. C'est certain, puis comme je vous dis, les parcours, c'est difficile de catégoriser. Comme on le mentionne, c'est chaque histoire, c'est une histoire avant tout personnelle. Il y a différents facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Il n'y a pas un parcours qui est le même, mais lorsqu'on peut avoir une cinquantaine d'entretiens, 400 questionnaires écrits, on peut quand même identifier certains facteurs qui reviennent plus souvent, sans nécessairement généraliser. On a permis d'identifier d'autres facteurs, outre l'emploi, qui pouvaient motiver un départ. Donc, quand on demandait la question « Qu'est-ce qui vous a motivé à quitter » ou « Qu'est-ce qui pourrait vous faire quitter », il y a différents facteurs qui ne sont pas nécessairement placés en ordre d'importance. L'emploi était le principal qui était le plus souvent mentionné. Et là, dans les deux prochaines diapositives, il n'y a pas nécessairement, c'est pas en ordre d'importance. Parce que dans les entretiens, ce n'est pas nécessairement ceux qui ressortaient le plus dans les sondages, mais c'est une liste de facteurs qui ont été identifiés dans ces différentes recherches-là. Il y a la question du facteur familial. Donc, un peu comme je le mentionnais, si une personne s'est bien intégrée socialement et professionnellement, ce n'est pas toujours le cas du partenaire ni des enfants. Donc, ça peut être un facteur qui peut mener à un départ. Et parfois aussi, on avait des personnes qui disaient, bien, nous, une fois que nos enfants étaient rendus au post-secondaire et qui décidaient d'aller étudier à l'extérieur de la province, ça l'a motivé. Ce n'était pas un élément qui était généralisé, mais dans quelques cas, ça revenait dans les réponses qu'on obtenait, que le départ des enfants vers une autre province pouvait aussi être un facteur de départ. Parfois, c'est vraiment, on a catégorisé situation de crise, c'est des éléments qui n'étaient pas prévus au départ, qui viennent un peu chambouler les projets et qui mènent à un départ précipité. Ça peut être des causes de maladie, ça peut être différents éléments, perte d'un emploi. Donc, différents éléments que là, c'est une catégorie assez large qu'on avait mis situation de crise qui n'était pas prévue, des fois les aléas de la vie. Et ça rappelle aussi la question de la rétention. Donc, quand on se fixe des objectifs en rétention, on ne peut pas espérer avoir 100% un taux de rétention. Ce n'est pas nécessairement réaliste non plus. Ce n'est pas non plus le reflet des parcours migratoires des personnes parce que dans certains cas,
Il y a des personnes qui viennent au Nouveau-Brunswick et l'expérience prévue est prévue temporaire dès le départ. Il y a des personnes qui viennent avec l'objectif d'acquérir une certaine expérience professionnelle, vivre des nouvelles expériences, avec l'objectif, dans 3, 4, 5 années, de poursuivre leur parcours ailleurs. Et lorsque ce parcours-là arrive à sa fin, eh bien, la personne poursuit son parcours comme elle l'avait prévu initialement. Et en soi, ça, ce n'est pas nécessairement problématique en soi. C'était prévu comme ça dès le départ pour certaines personnes. Donc, encore là, au niveau des objectifs, au niveau des taux de rétention, il faut être conscient qu'il y a certaines personnes que la mobilité continue, avoir différentes expériences, ça fait partie de la façon dont qui envisagent leur propre parcours et le goût de nouvelles aventures. Ce facteur-là était moins présent, par contre, pas exclusivement, mais c'était surtout pour des personnes qui étaient seules ou en couple depuis moins longtemps. Donc, les personnes qui avaient des familles sur place avaient moins tendance aux mobilités secondaires. Pas exclusivement. Donc, comme je dis, il ne faut pas généraliser. Il y avait des cas qu'on bougeait quand même, mais la présence d'enfants avait tendance à réduire un petit peu. On voyait donc, dans les questionnaires, les personnes qui disaient avoir des enfants, le goût de l'aventure et de vivre de nouvelles aventures était moins présent dans les réponses des personnes qui avaient une famille sur place en comparaison à celles qui étaient établies sans nécessairement avoir des enfants sur place. Donc, il y a différents facteurs qui s'entrecroisent. Puis je mentionne cet exemple-là parce que pour montrer que c'est quand même complexe. On ne va pas juste lister facteurs A, B, C, D. C'est des facteurs qui s'entrecroisent et qui sont parfois complexes. L'éloignement, donc, parfois aussi, c'est parce qu'il ne faut pas oublier les personnes qui quittent, bien, ils ont de la famille, des amis à l'étranger. Parfois, on a le goût de retourner aussi dans son pays d'origine, sans nécessairement ne pas avoir aimé le contexte local. Il y a des personnes qui on a parlé qui voulaient tout simplement retourner à leur vie d'avant sans qu'il y ait nécessairement de problème majeur. Des fois, il y a différentes autres problématiques qui rentrent en ligne de compte, mais c'est pas toujours, les gens ne quittent pas toujours en disant « Oh, ça ne va pas bien au Nouveau-Brunswick, je quitte ». Ce n'est pas toujours ça non plus. C'est parfois, il y a eu des expériences positives et on poursuit son expérience ailleurs ou on retourne dans le pays d'origine ou ailleurs. Donc, ça, c'est un élément à considérer. Le facteur de la langue. Donc, ça, c'est surtout pour des personnes qui s'installaient dans des régions bilingues du Nouveau-Brunswick et qui ne parlaient pas anglais. Et ça s'améliore avec le temps, mais le fait qu'on est une province officiellement bilingue, ça ne veut pas dire qu'on est tous bilingues et qu'on a accès à des services en français de manière équivalente aux services en anglais partout dans la province. Et parfois, le caractère bilingue, il y a certaines personnes dans leur imaginaire pensaient que c'était, qu'on soit francophone ou anglophone, c'est un peu la même chose dans la province, alors qu'on sait dans certaines régions de la province, si on ne parle pas anglais, ça peut être un défi pour s'insérer professionnellement au niveau de l'insertion sociale. Donc, des fois, le facteur de la langue, surtout dans les régions bilingues, pouvait être un facteur, notamment pour des personnes qui quittaient vers le Québec. Les embûches administratives, on le sait, ça fait la manchette. C'est pas toujours facile de naviguer les aléas du système d'immigration. Il y a des délais importants, les programmes d'immigration. Parfois, il y a des refus et les personnes n'ont pas nécessairement de retour pour comprendre pourquoi leur demande a été refusée. Et si quelqu'un, ça fait 2 ans qu'il s'investit dans sa demande d'immigration, qui pensait qu'il a investi ressources, temps, argent, et que là, la demande de résidence permanente est refusée, il faut repartir à zéro, à ce moment-là, des fois, ça peut être un point tournant de dire « OK, non, là, on a tenté ». Et on retourne donc à la question des embûches administratives, des défis liés à l'obtention de la résidence permanente peut être un défi de premier plan. Parfois aussi, c'est juste la situation découverte qui ne correspond pas nécessairement aux attentes. Et par exemple, quelqu'un qui s'installe en région rurale au Nouveau-Brunswick et qui souhaitait avoir accès à des cours spécialisés de patinage artistique et que l'autre enfant voulait des cours de chant hyper avancés et qu'on espérait avoir tel poste dans tel... Donc, des fois, il y a des attentes qui ne correspondent pas nécessairement aux réalités des communautés et ça c'est correct aussi. Donc, il y a des communautés au pays qui correspondent mieux aux attentes de certaines personnes. Et nous, en l'inverse, il y a certaines communautés au Nouveau-Brunswick qui correspondent mieux aux attentes de certaines personnes et ça, c'est tout à fait normal. La question du réseau social aussi. Donc, on parlait d'insertion économique, mais l'insertion sociale est aussi très, très importante. Et puis on le voit aussi dans les facteurs je vais en discuter tout à l'heure, mais les facteurs de pourquoi est-ce qu'on reste au Nouveau-Brunswick, la question de la communauté locale, le sentiment d'appartenance, c'est dans les principaux facteurs. Donc, la question de l'insertion sociale est hyper importante. Et dans certains cas, il y a eu un manque d'appui à l'arrivée. Donc, on a beaucoup de services, mais les personnes ne sont pas toujours au courant de l'existence de ces services-là à l'arrivée. Et dans les témoignages des repartis, on parlait de certains défis et il y avait des services qui existaient, mais quand on demandait est-ce que vous avez connu, est-ce que vous avez utilisé ces différents services-là, il y a des personnes qui nous répondaient non parce que je ne les connaissais pas.
Dans certains cas, il y aurait eu des départs, mais dans d'autres cas, un accueil adéquat avec tous les différents services qu'on peut offrir peut faire une différence entre quelqu'un qui va s'établir à plus long terme et quelqu'un qui va quitter. Et j'ai mis une citation, donc je ne lis pas chacune des citations, mais il y en avait un entretien en particulier que j'avais trouvé intéressant avec une personne du nord de la province qui mentionnait au début à l'arrivée beaucoup de défis, beaucoup d'embûches, pensait quitter, n'avait pas eu accès au service. Et a décidé quand même de rester. Et maintenant, cette personne-là, ça fait une dizaine d'années, il dit qu'il se voit encore 30 ans, c'est une communauté dans la péninsule acadienne qui se voit encore là dans 30 ans. Donc, en soi, et la question du départ, c'était dans cette personne-là qui se voit encore ici dans 30 ans, ça fait 10 ans qu'il est dans la péninsule. Dans ses premiers mois au Nouveau-Brunswick, il s'est dit non, je refais mes valises, je m'en vais, mais qui a décidé de persévérer. Donc, la question des appuis à l'arrivée, des sources d'aide, c'est vraiment important pour que ça peut faire la différence dans le parcours. Puis ça, on le voyait au niveau des entretiens. Puis au niveau des communautés francophones, les services d'établissement, surtout en contexte où peut-être les francophones en est plus minoritaires, c'est, oui, il y a un mandat formel d'offrir des services d'établissement, mais c'est aussi une porte d'entrée à la communauté francophone. Ça peut être aussi une occasion de faire des nouvelles rencontres, d'être aiguillé vers différents lieux de vie du français, de mieux connaître la francophonie locale. Donc, un rôle très important pour les services d'établissement. Et je passe à la prochaine. Donc, dans les motivations à rester, l'emploi, j'en ai déjà parlé, mais pas uniquement. Qu'est-ce qui était le principal facteur? Donc, les personnes qui déclaraient, donc soit dans le sondage ou dans les entretiens, qui déclaraient avoir l'intention de rester à plus long terme au Nouveau-Brunswick et qu'on leur demandait bien, pourquoi? L'emploi sortait, mais c'était surtout la qualité de vie et des communautés accueillantes. Donc, tous les différents efforts qu'on fait pour s'assurer d'avoir des communautés accueillantes dans l'accueil pour que les gens se sentent chez eux pour assurer une bonne qualité de vie, c'est hyper important pour la question de la rétention parce qu'un bon emploi, je peux occuper un bon emploi au Nouveau-Brunswick, mais je peux occuper un bon emploi en Ontario, je peux occuper un bon emploi à Vancouver, je peux avoir une situation professionnelle satisfaisante à différents endroits, mais la question de la tâche à la communauté locale, peut-être que je ne la trouverai pas de la même façon que je la trouve dans le nord du Nouveau-Brunswick ou dans différentes régions de la province, que je la trouverais au centre-ville de Toronto. Donc, la question de la communauté d'accueil, donc cette qualité de vie-là, qui est recherchée par certains. Dans d'autres, ça ne correspond pas à leurs attentes, mais pour certains qui recherchent une qualité de vie comme qu'on a à offrir au Nouveau-Brunswick, c'était le principal facteur qui était mentionné pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils souhaitaient rester à plus long terme. Toute la question des relations sociales, c'est un réseau social d'amitié, les relations de couple aussi. Dans certains cas, il y a des personnes qui disaient, au départ, moi, je pensais quitter, mais finalement, fait des nouvelles rencontres sur place, sans racines. Les relations familiales, donc le fait d'avoir des enfants est aussi un facteur de rétention. Donc, il y a différentes études qui montrent, c'est pas tout le monde qui a des enfants qui restent, mais c'est un facteur qui contribue à l'enracinement. Et tout à l'heure, il va y avoir un atelier sur les écoles. Donc, toute la question aussi de l'intégration des enfants, c'est important pour la question de la rétention. On ne peut pas parler de rétention sans parler de l'intégration des enfants et ça passe beaucoup par les écoles. Et les écoles, c'est aussi un lieu d'accueil au sein des communautés francophones. Puis lors des entretiens, je me souviens d'un autre entretien qu'on avait mené, on demandait à la personne mais pourquoi est-ce que vous êtes resté? Puis il dit j'avais réfléchi, la personne avait réfléchi. Donc la question du départ et de rester, ce n'est pas tout le temps clair ou ce n'est pas tranché oui-non. Donc c'est pas toujours une question qui est tranchée de façon très claire. Mais la personne enseignait, qu'est-ce qui m'avait motivé à rester? Il y avait eu une passe professionnelle plus difficile et il avait envisagé d'aller tenter sa chance peut-être ailleurs. Mais mes enfants, maintenant, ça fait 3-4 ans, sont établis. À l'école, ça va bien. Ils ont des amis. Est-ce que je veux vraiment recommencer à zéro dans une nouvelle école? Puis c'était un des principaux facteurs qui a fait qu'il ait persisté. Maintenant, cette personne-là avait un parcours, une situation professionnelle qui était beaucoup plus satisfaisante. Donc, c'est un des facteurs qui rentre aussi en ligne de compte. Des communautés aussi à taille humaine. Donc, il y a des personnes qui avaient vécu dans des grandes villes de millions de personnes. Bien, au Nouveau-Brunswick, on n'a pas des Toronto, on n'a pas des Paris, on n'a pas des villes de 7-8 millions d'habitants. Et c'est des communautés plus à taille humaine. Et c'est une personne qui c'est ça qu'ils recherchaient aussi comme mode de vie et le sentiment d'appartenance à la communauté locale, comme je le mentionnais. Un autre élément qui est important, on ne peut pas parler de rétention sans toucher à la question des résidents temporaires. Au Nouveau-Brunswick, là, j'ai mis quelques faits, mais grosso modo, on voit une augmentation du nombre au Canada atlantique. Donc, dans la recherche qu'on a faite pour la SNA, on a étudié les données sur les étudiants internationaux et on voit, toutes langues confondues, une augmentation du nombre d'étudiants internationaux au Canada atlantique. On le voit aussi au collégial, au niveau du CCNB, au niveau de l'Université de Moncton, on a vu une augmentation. Et le nombre aussi de travailleurs temporaires à la fois au Canada, mais au Nouveau-Brunswick, est en forte augmentation.
Et quand on parle de rétention, ce n'est pas seulement réfléchir à la rétention des résidents permanents, mais aussi la rétention, je dirais, des résidents temporaires. Dans certains cas, il y a des personnes qui vont passer 3, 4 années sur place, 2 années, dépendamment de la durée du programme d'études, qui vont travailler, qui vont établir des liens dans nos communautés. Et là, je suis une étude de StatCan qui est sortie, donc qui s'intéressait aux facteurs de rétention. Et il disait que les personnes qui avaient une expérience professionnelle antérieure dans une province étaient beaucoup plus propices à demeurer dans la province dans laquelle il obtenait la résidence permanente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, dans ce facteur-là, c'est quelqu'un qui avait déjà travaillé au Nouveau-Brunswick, qui obtient sa résidence permanente. Il y a les probabilités que cette personne-là reste à plus long terme au Nouveau-Brunswick sont plus élevées. Et aussi, dans des communautés francophones, bien, on ne fait pas toujours la différence. Au niveau administratif, oui, il y a une distinction entre permanent et temporaire, mais au quotidien, dans la communauté, quand les gens se fréquentent à la bibliothèque, dans les activités communautaires, il n'y a pas toujours une différence entre temporaire, permanent, etc. Donc, quand on réfléchit au contexte de l'accueil, on ne peut pas passer outre la question des résidents temporaires des différentes embûches. Vous montrer, là, je passe rapidement. On voit l'Université de Moncton. Ça, c'est des données. Je n'ai pas 2022 parce que j'ai repris les tableaux qui étaient dans l'étude qu'on a fait pour la SNA, mais on voit une augmentation à l'Université de Moncton. Et qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'est l'augmentation aussi au campus, notamment de Shippagan. Donc, quand on parle de régionalisation de l'immigration, qu'on voit la figure, c'est 68 % dans la région du Grand Moncton. La question des étudiants internationaux qui s'installent de plus en plus en région. Puis là, je ne vais pas voler le scoop de Rouen. Je passe rapidement cette diapo au niveau du CCNB. On voit rapidement aussi, on voit une augmentation, mais on voit aussi une régionalisation. Donc, c'est plus seulement pas le campus de Dieppe en 2022-2023 qui avait le plus d'étudiants internationaux, c'était le campus de Bathurst. Donc, ces éléments-là, au niveau des institutions postsecondaires, quand on parle de régionalisation de l'immigration, mais ça évolue pas. Ce ne sont pas des questions qui sont en vase clos. Il faut réfléchir à ces questions-là ensemble. Et au niveau, ça, je n'ai pas nécessairement la variable francophone parce que pour les travailleurs temporaires, dans les mises à jour mensuelles d'IACC, on a des données détaillées pour les francophones, pour les résidents permanents, mais on n'a pas les mêmes données pour les temporaires. Il y a 4 rapports de recherche qui s'en viennent, qui vont être publiés par IACC. Je le sais parce que Sociopol, on y a collaboré, mais ces rapports-là ne sont pas encore sortis. Donc, il y en a un qui porte spécifiquement sur le Canada atlantique et qui va être publié, je dirais, d'ici l'automne, mais quand même une tendance qu'on voit quand je dis l'augmentation du nombre de résidents temporaires titulaires d'un permis de travail. Début des années 2000, on était à environ 50 000. Et là, en 2022, on était à près de 700 000 juste pour le programme de mobilité internationale. Et même entre 2021 et 2022, on a fait un bond de près de 200 000 personnes à l'échelle du pays. C'est énorme. Et au Nouveau-Brunswick, on suit la même tendance. Donc, au Nouveau-Brunswick, les données publiques n'étaient pas, on ne pouvait pas remonter jusqu'à l'an 2000, mais quand même, je pense de 2015 à 2022, on voit une augmentation du nombre de résidents temporaires. Et quand on regarde les différentes données, il y a une proportion non négligeable, une proportion importante de résidents temporaires qui vont faire la transition vers la résidence permanente. Et donc, quand on parle de rétention ou d'accueil, de sélection, on ne peut pas penser à l'immigration francophone sans penser à la question des résidents temporaires. Donc, il faut aussi y réfléchir. Qu'est-ce qui est les facteurs de rétention pour les travailleurs temporaires et les étudiants internationaux? Ça fait partie, en fait, je dirais, du paysage global de l'immigration francophone. Et là, quelques données. Je vois, est-ce que Asma est ici? Non, bien merci. En fait, les prochaines données, c'est un rapport qu'Asma m'a partagé de la province. Donc, ces prochaines données-là, c'est pas les autres données que je vous ai présentées, c'est soit des données qu'on a collectées de sources primaires ou que c'est des études à laquelle on a collaboré. Les prochaines diapositives, c'est de cette étude-là qui avait été menée par des chercheurs, notamment à UNB avec le New Brunswick Institute for Research, Data and Training. Et là, vous allez voir les prochains tableaux, je ne les ai pas tous traduits parce que j'ai des captures d'écran, en fait, des tableaux du rapport. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques mots en anglais dans les prochaines diapositives. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est surtout les chiffres que je voulais vous présenter. Et dans ce rapport-là, qu'est-ce qui est présenté? C'est les taux de rétention sur pas juste ça, mais qu'est-ce que j'ai ressorti du rapport? C'est les taux de rétention sur 1, 3, 5 et 10 ans selon la PLA. Donc, qu'est-ce qui est le taux de rétention pour les personnes qui ont le français comme première langue officielle parlée, qui ont l'anglais, qui ont l'anglais et le français, ou qui sont allophones, qui n'ont ni l'anglais ni le français. Qu'est-ce que ça nous apprend? Donc, entre 2005 et 2020, le taux de rétention sur 1 an
moyen pour les francophones était de 77,5 81,7 pour ceux qui avaient l'anglais et 77,2 pour ceux qui avaient les deux langues. Donc, sur un an, on voit un taux de rétention moyen un petit peu plus élevé chez les anglophones, mais ce n'est pas une distinction, je dirais, qui est très, très significative. On est à 3,5 points même pas 4 points de pourcentage. Quand on regarde le taux de rétention sur 3 ans pour cette période-là, c'est presque la même chose, 67,3 pour le français comme première langue officielle parlée, 68,8 pour l'anglais, première langue officielle parlée. Sur 5 ans, là, ça s'inverse. Sur les taux de rétention moyens sur 5 ans, on voit un taux légèrement plus élevé chez les personnes qui ont le français comme première langue officielle parlée. Ce n'est pas majeur, ça prend 2 points de pourcentage. Et finalement, le taux sur 10 ans, il est de 56,7 pour ceux qui ont le français comme première langue officielle parlée et de 49,7 pour ceux qui ont l'anglais. Donc là, si on voyait au début sur un an, le taux moyen au courant des personnes qui étaient arrivées entre 2005 et 2020 était un petit peu plus élevé pour les personnes qui avaient l'anglais, mais sur le taux sur 10 ans, ces données-là nous apprennent que le taux de rétention moyen pour la période donc 2005 à 2011, c'est 2011 parce que logiquement, pour calculer le taux de rétention sur 10 ans, il faut que ça fasse 10 ans que les personnes soient dans la province. On était à 56,6 pour ceux qui avaient le français comme première langue officielle parlée. Donc, c'est quand même des tendances que je trouvais intéressantes à noter. Et la méthodologie, là, je ne rentrais pas dans tous les détails, mais il utilisait le système de Medicare, donc au niveau du renouvellement de la carte d'assurance maladie pour pouvoir calculer qui était encore dans la province à différentes périodes. Et là, je me suis posé la question, mais ça, je trouvais ça quand même intéressant, cette donnée-là. Et j'ai fait une comparaison, donc, avec les données du recensement et les données d'IRCC pour voir qu'est-ce qui était l'impact au niveau des... Je vais expliquer qu'est-ce que j'ai fait, puis après, j'expliquerai pourquoi. Ça va être plus simple. J'ai pris les données du recensement de 2021 et j'ai regardé combien de personnes immigrantes vivaient encore au Nouveau-Brunswick au moment du recensement de 2021, donc en mai 2021, et qui avaient obtenu leur résidence permanente entre 2016 et 2021. Donc, j'ai pris ceux qui avaient le français comme première langue officielle parlée et j'ai pris l'ensemble des personnes qui étaient arrivées. Donc, on avait 2505 pour les personnes qui avaient le français comme première langue officielle parlée et 16 040 pour toutes les personnes immigrantes qui avaient obtenu leur résidence permanente entre 2016 et 2021. Par la suite, j'ai regardé les chiffres d'IRCC, donc les données d'IRCC sur les admissions de résidents permanents pour la même période couverte, donc de janvier 2016 à mai 2021. Et j'ai regardé qu'est-ce qui était la différence entre les deux. Donc, en principe, si on avait un taux de rétention de 100 ces deux chiffres-là devraient se... Ce n'est pas exact parce que les méthodes de collecte de données ne sont pas exactement les mêmes, mais on devrait avoir des chiffres qui se ressemblent. Et pour les francophones, on voit en fait, quand on prend la population totale, on est à peu près à 30 en dessous. Donc, le nombre de résidents permanents qui avaient été admis entre 2016 et 2021, selon les données de l'IRCC, quand on regarde les chiffres du recensement, qui étaient encore là au moment du recensement, on est à peu près 30 en dessous du chiffre des admissions. Et quand on regarde les taux de rétention sur un an, ça semble faire sens. Mais pour les francophones, on avait un taux de rétention qui était similaire aux anglophones, mais la différence est juste de moins de 6 Qu'est-ce que ça indique? En fait, c'est que c'est pas qu'on a un taux de rétention, les personnes peuvent quitter, mais dans la période entre 2016 et 2021, c'était au niveau de la mobilité interprovinciale. Par exemple, des personnes immigrantes qui s'étaient établies en Ontario, au Québec ou dans d'autres provinces canadiennes. Il y a des personnes aussi, il n'y a pas juste des personnes qui quittent le Nouveau-Brunswick vers d'autres provinces, mais il peut aussi avoir, par exemple, des personnes qui ont obtenu leur résidence permanente au Québec et qui s'installent au Nouveau-Brunswick par la suite. Ce n'était pas complètement compensé, mais puis il peut y avoir d'autres facteurs aussi explicatifs, mais un des facteurs qui vont expliquer ça, c'est que pour les personnes qui quittaient, il y avait en large partie compensé par les personnes qui arrivaient aussi. Donc, ça, je trouvais que c'est une donnée intéressante pour nous. Reste à voir est-ce que ça va être une tendance qui va s'inscrire dans le temps long ou pas. Il y a différents facteurs, mais je trouvais quand même intéressant cette donnée-là. Puis là, je ne m'attendais pas non plus, quand j'ai fait l'exercice de calculer, je ne m'attendais pas non plus à avoir une différence aussi importante entre selon la première langue officielle parlée. Ça, il faut faire attention, ça ne comprend pas la mobilité interprovinciale des personnes nées au Canada. Donc, on le sait dans les dernières années avec le taux de croissance qu'on a au Nouveau-Brunswick, la population, il y a notamment beaucoup de personnes de l'Ontario et autres, mais c'est vraiment ça, ça concerne les personnes immigrantes spécifiquement.
Donc, je me disais, c'est sûr qu'on n'a pas les taux de rétention. Quand on compare les taux de rétention au Nouveau-Brunswick versus peut-être les taux de rétention en Ontario ou dans certaines autres provinces, ça peut être un peu plus élevé ailleurs au pays. Mais quand on compare au niveau francophone, anglophone dans la province, ça ne semble pas être la composante linguistique qui est la principale facteur de départ dans la province, alors que même le taux de rétention au niveau des francophones est un peu plus élevé sur 10 ans. Donc, il y a d'autres éléments dans le contexte du Nouveau-Brunswick qui font que notre taux de rétention est un peu plus bas, mais il n'y a pas de différence majeure entre les taux de rétention pour anglophones et francophones. Donc, je voulais simplement souligner cet élément-là avec les différentes statistiques présentées. Donc, je voyais 47, donc on a 15 minutes pour une période de questions. Excellent. Excusez, juste rapidement, merci beaucoup, Guillaume, pour ta présentation. C'est vraiment apprécié. Pour les gens, si vous avez des questions, s'il vous plaît, prenez les 2 micros dans la salle juste pour que tout le monde puisse l'entendre. Puis pour les gens qui nous suivent sur le Zoom, vous pouvez utiliser la fonction chat. Si jamais vous avez des questions, on va en prendre quelques-uns vers la fin. Merci. Merci. Alors, comme que je mentionnais, quand vous parlez des taux de rétention, est-ce que vous l'avez comparé avec les Nouveaux-Brunswickois qui quittent la région, soit des étudiants qui vont après leurs études travailler à l'extérieur du Nouveau-Brunswick? Parce que je pense que c'est important on vise des taux de rétention les plus forts possibles, mais en même temps, c'est un phénomène naturel chez les Acadiens, chez les anglophones aussi du Nouveau-Brunswick qui vont travailler au Québec, en Ontario ou dans l'Ouest canadien. Non, on peut le faire. Je n'ai pas fait l'exercice parce qu'aujourd'hui, surtout la présentation, c'était basé sur différentes études. C'était plutôt une recension de différentes études que j'ai fait, donc je n'ai pas fait cet exercice-là, mais je pense que vous avez tout à fait raison qu'on peut le faire avec les données du recensement sur les mobilités interprovinciales. On a les données, on peut le faire. Puis, au-delà des chiffres spécifiques, je pense que cette question-là aussi de la rétention au niveau des francophones, je dirais, nés au Nouveau-Brunswick, c'est aussi une question qu'il faut se pencher dessus, en plus de celle de l'immigration, parce que quand on regarde nos projections sur 15 ans, on a du travail à faire aussi sur différents volets. Donc, c'est une question qui est tout à fait importante. Mais là, aujourd'hui, je m'étais surtout concentré sur l'immigration, puis je n'avais pas touché les autres volets, mais c'est aussi une question d'importance. Bonjour, Jacques Dugas, commissaire à l'immigration de la ville de Caraquette et membre du conseil d'administration du CAINA. On parle d'un taux de rétention, si j'ai bien compris, provincial au niveau de 50% après 10 ans. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est dans le fond, au niveau provincial, non, bon, ça, c'est par langue officielle parlée. Je n'ai pas le taux total. Donc, c'est 56 pour les francophones provinciales, puis 49,7 anglophones. Ben nous, ce que j'aimerais d'avoir, parce qu'on vient d'une zone, puis on n'est pas les seuls, on vient d'une zone rurale éloignée, puis ça ne représente pas notre défi. Avez-vous des détails un peu plus pointus sur les zones ailleurs qu'avoir un résultat provincial? Non, je n'ai pas les chiffres, mais en fait, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que souvent les données qu'on a, ça dépend aussi des études qui sont financées. Par exemple, là, on s'est doté de données, je pense, intéressantes au niveau des projections démographiques. On a eu la FCFA financer des études sur le sujet, la SNA. Puis la question des taux de rétention, je pense que ça serait, si j'ai une suggestion des recherches qui pourraient être menées dans les prochaines années, ça pourrait être quelque chose d'intéressant au niveau des différentes régions. Les données sont là. Au niveau de la province, il y a des données sous Medicare, ils les ont par région, puis tout ça. Fait que c'est des données qu'on peut aller chercher, qui existent en principe, mais il reste à les exploiter. Je pense pas que j'aimerais pas que les gens partent avec l'impression qu'on réussit 51% de rétention en région rurale éloignée francophone. Non, mais ça, c'est un taux provincial, puis il ne faut pas oublier. Plus tôt dans la présentation, on montrait que 68% s'établissent dans la région de Moncton. Donc, c'est sûr que dans ce taux-là, Moncton est surreprésenté du fait que c'est la première région de destination. Mais pour avoir des données plus personnalisées par région, c'est qu'il faut mener les recherches sur le sujet. Et là, tout de suite, les données n'étaient pas disponibles, ventilées par région. Bonjour Guillaume, merci beaucoup. Juan Manuel Toro, collège communautaire de Nouveau-Brunswick.
Guillaume, selon toi, y a-t-il des personnes ou des groupes qui travaillent à mesurer la capacité d'accueil? Parce que là, on parle beaucoup sur rétention, augmenter des cibles, projections et tout ça. Mais il y a de quoi aussi inquiétant, que c'est la capacité d'accueil, particulièrement en milieu rural. C'est bien d'établir des cibles et dire, ben, on va envoyer, pour rencontrer les cibles démographiques, on va envoyer 1000 nouveaux arrivants à Caraquet. Mais est-ce que Caraquet est vraiment en mesure de les absorber? Ça, c'est une autre question. Comme je dis, c'est ça. Je n'ai pas toutes les réponses à tous les enjeux parce que dans des recherches, on ne peut pas couvrir, comme par exemple les recherches SNA, FCFR, quand on s'est concentré sur les projections démographiques, on couvrait une partie du continuum. Mais la question de la capacité d'accueil, la préparation des communautés, on ne peut pas passer à côté parce que quand on pense de rétention, puis il y a des exemples dans les 20 dernières années qui le montrent que lorsqu'on amène une grande quantité de personnes et que la communauté d'accueil n'est pas prête à accueillir, bien, les taux de rétention sont assez bas, disons. Donc, ça, cette question-là, quand on parle de rétention, on ne peut pas juste penser, dire on veut accueillir, on veut des cibles très élevées, il faut penser à tout l'ensemble du continuum, capacité d'accueil, établissement, rétention, des stratégies. Donc, je pense à la question de la capacité d'accueil, quand je mentionnais, si au départ, l'appui n'est pas adéquat, ça peut mener à un départ. Il y a toute la question du logement aussi, parce que si on a beaucoup de personnes qui arrivent, mais qu'après, ils n'ont pas le logement ou qui ont un logement temporaire quand ils arrivent seuls, mais quand la famille arrive, il n'y a pas de logement à 2 chambres, que dans une communauté, il n'y a juste plus de logement disponible ou presque pas. C'est toutes des questions qui peuvent avoir des impacts concrets sur la rétention, donc logement, capacité d'accueil, services. Est-ce qu'on a des organismes qui desservent cette région-là? Est-ce que les services, c'est ceux dont les personnes ont besoin, faire des auto-évaluations. Il y a des guides, il y a des grilles qui existent au niveau de capacité, par exemple, le guide que Diversité avait fait pour les municipalités, auto-évaluation. Mais c'est sûr, je pense que, encore là, si j'ai des suggestions de recherche à mener, la question des taux de rétention, mieux comprendre les taux de rétention, mais je pense que la question des capacités d'accueil, ça serait hyper intéressant. Tout de suite, avec IRCC, ils financent un projet de recherche dont le nord du Nouveau-Brunswick fait partie. Donc, c'est la question justement de l'accueil dans les régions rurales francophones du nord du Nouveau-Brunswick et du nord de l'Ontario. Et un peu la méthodologie que j'ai présentée, qui était plus globale au Canada Atlantique, ça va être beaucoup plus appliqué sur le nord du Nouveau-Brunswick et le nord de l'Ontario, mais ça, on n'aura pas de... C'est une recherche qui en est à ses premières phases. On n'a pas de faire la recension des écrits. Donc, il y a un intérêt, mais est-ce qu'on devrait avoir encore plus de recherche? Oui, puis il y en a aussi de la recherche quand même au niveau... il y a des chercheurs au niveau de la question de l'insertion en emploi, les travaux de la salle de Christophe Trenel, etc., etc. Donc, il y a des recherches qui existent, mais je pense que c'est ça, avoir une réflexion sur la question des capacités d'accueil, tu as tout à fait raison, puis c'est central à la rétention. On a peut-être le temps pour une dernière question, si jamais. Parfait. Oui, allez-y, monsieur. Je ne voulais pas monopoliser le micro. Quand on parle de rétention, est-ce qu'on sait où est-ce qu'ils vont une fois qu'ils partent du Nouveau-Brunswick? Est-ce qu'ils vont en Ontario-Québec? Est-ce qu'ils vont dans le pays d'origine? Et s'ils vont dans le pays d'origine, moi, j'ai quelques cas, c'est des anecdotes, mais quand même, de gens où est-ce que la moitié de la famille reste au Nouveau-Brunswick, mais peut-être que le père retourne dans le pays d'origine pour travailler dans ses anciens emplois pour contribuer, si tu veux, au salaire de la famille. Et est-ce qu'on le compte comme une rétention succès ou est-ce que c'est considéré comme un échec de rétention? C'est sûr, au niveau des personnes comme telles, on n'envoie pas un formulaire. Exemple, quelqu'un est au Nouveau-Brunswick, quitte pour repartir, on ne va pas envoyer un formulaire où la province va pas avoir une donnée, cette personne-là est repartie, je venais de France, elle est repartie en France, elle est repartie au Cameroun, donc on n'a pas un formulaire après coup. Donc, et au niveau des données du recensement, si la personne n'est plus sur le territoire canadien au moment du recensement, bien, on n'a pas elle ne remplit pas le formulaire de recensement, donc où est-ce qu'elle est, qu'est-ce que c'est sa mobilité, on a des données partielles. Dans l'étude qu'on avait menée au niveau du sondage, donc, on avait une question, donc, si vous quittez ou vous avez quitté, où est-ce que vous allez par après? C'était des réponses variées. Il y avait une partie qui c'était à l'international, mais c'était une minorité. La majorité des personnes, c'était pour une autre province canadienne, avec l'Ontario et le Québec en tête. Donc, c'était surtout Québec, Ontario, beaucoup moins. Encore là, il y a pas généralisé, il y a des personnes qui peuvent quitter le Nouveau-Brunswick pour aller à Lille ou en Nouvelle-Écosse, mais au niveau des tendances, c'était surtout Québec, Ontario et dans une moindre mesure à l'international.
au niveau des données du recensement, on peut voir au niveau des mobilités interprovinciales, où est-ce qu'ils ont habité ou d'autres. Il y a des éléments qu'on peut aller chercher pour voir le parcours tant que la personne est au Canada. Mais une fois que la personne retourne à l'international, là, c'est difficile de suivre le parcours parce qu'on n'a pas nécessairement de données statistiques là-dessus. Et je vous remercie de votre attention ce matin. C'est sûr, ce n'était pas une nouvelle recherche que je vous présentais, c'était plutôt une recension et différents éléments pour essayer d'appuyer vos réflexions dans la prochaine journée et demie. Parfait.